Pendant 5 ans, j'ai payé toutes les dépenses de ma famille qui m'appelait la banque. À Noël, j'ai annoncé que j'avais arrêté les paiements 3 mois plus tôt. Voir leur panique valait chaque centime gaspillé. Je n'aurais jamais pensé être le genre d'homme qui se laisse marcher sur les pieds. Mais je suppose que c'est exactement ce que je suis devenu. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans. Et si vous demandiez à n'importe qui dans ma famille, il vous dirait probablement que j'ai toujours été le responsable. Celui qui travaille dur, qui est toujours présent, qui arrange les choses discrètement sans faire de vagues. J'ai monté ma première entreprise depuis ma chambre d'étudiant à l'université, une petite application qui aidait les commerces locaux à organiser leur livraison. Et à 28 ans, j'avais suffisamment de succès pour laisser définitivement derrière moi mes années de pré-étudiant. Mais avec chaque euro que je gagnais, ce n'était pas seulement moi qui progressais. C'était mes parents, ma sœur, tout le mode de vie de notre famille. Et pendant 5 longues années, j'ai tout payé. Chaque mensualité de crédit, chaque vacances, chaque facture d'urgence qu'ils ne voulaient pas gérer eux-mêmes. Ils m'appelaient la banque, riaient comme si c'était mignon, et gardaient la main tendue. Je riais aussi. Au début. Tout a commencé modestement, comme toujours dans ces cas-là. Je m'en souviens si clairement. Je venais d'avoir 29 ans et j'avais acheté un appartement modeste mais moderne en périphérie de Lyon. Mes parents sont venus me rendre visite une semaine plus tard, et mon père a mentionné nonchalamment la hausse des taux d'intérêt sur leur crédit immobilier. Tu sais, a-t-il dit en remuant son café comme s'il cherchait une solution de génie, si nous renégocions avec un peu d'aide de ta part, nous pourrions garder la maison jusqu'à la retraite. Il a souri comme si c'était une idée amusante. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme, comme si elle savait déjà que j'allais dire oui. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je calculais encore les chiffres dans ma tête, ce que cela impliquerait, comment cela s'intégrerait dans mon budget, mais mon père m'a tapé dans le dos et a dit, c'est juste un petit soutien. Tu réussis déjà si bien. Ils ont fait passer ça pour une faveur, comme si c'était une chose normale qu'un bon fils fait. Et je suppose que je voulais être bon. J'ai toujours eu ce besoin ridicule de faire mes preuves auprès d'eux. Surtout auprès de mon père qui disait des choses comme « les vrais hommes sont là pour leur famille ». Et l'argent n'a pas d'importance si tu ne l'utilises pas pour quelque chose de plus grand que toi. À l'époque, j'ai eu l'impression que c'était peut-être ma chance d'être enfin vu comme celui qui a réussi, le stable. Alors, j'ai accepté. Le premier versement a été gratifiant, comme si j'étais entré dans l'âge adulte de la manière la plus responsable possible. J'aidais. J'améliorais les choses. Ils m'ont appelé ce soir-là pour me remercier, disant que j'étais une bénédiction. Mais 3 mois plus tard, ma sœur a appelé en pleurant à propos de ses frais de scolarité. Elle avait décidé à la dernière minute de changer d'université pour une école d'arts libéraux coûteuse en province, et l'aide financière n'était pas arrivée. Mes parents étaient à court d'argent, et elle aurait dû reporter un semestre si personne n'intervenait. Devinez qui est intervenu? J'ai viré l'argent. Sans question, sans condition. Je l'ai simplement fait. Ma sœur, Chloé, ne m'a même pas dit merci. Elle m'a juste envoyé un emoji cœur et une photo de sa nouvelle chambre d'étudiante. C'est là que ça a commencé. La transformation lente et silencieuse d'Antoine, le frère et le fils, en la banque. C'est devenu un surnom dans nos conversations de groupe. Demande à la banque. Peut-être que la banque peut financer les vacances de cette année. J'espère que la banque n'est pas trop occupée à travailler pour nous rejoindre pour le dîner ce week-end. Au début, je me disais que c'était leur façon étrange de dire qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils étaient juste mauvais pour exprimer leur gratitude. Mais après un certain temps, j'ai arrêté de rire, surtout quand ils ont arrêté de demander. Le Noël de cette même année a été la première fois que j'ai remarqué le changement. Nous étions chez mes parents. Chloé venait de déballer un objectif d'appareil photo ridiculement cher, un que j'ai reconnu parce que je l'avais acheté sur sa liste de souhaits Amazon un mois plus tôt, et mon père plaisantait sur le fait que nous devrions tous faire un voyage en Europe l'été prochain. « Antoine, tu adorerais Prague », a-t-il dit en levant son verre. « On commencera à planifier en janvier. Je pense à la classe à faire cette fois. Tu mérites une pause de tout ce travail, monsieur la banque. » Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais c'était un rire vide. Le pire, c'est que j'avais travaillé des heures folles juste pour suivre le rythme. Mon entreprise avait grandi, mais mes dépenses aussi. Chaque fois que je payais leur crédit,
Chaque fois que je couvrais le loyer de Chloé ou leur visite surprise chez le vétérinaire d'urgence, j'avais l'impression de renier quelque chose en moi. Comme si je puisais constamment dans un compte émotionnel qui ne se rechargeait jamais. Et plus je donnais, moins ils me voyaient, non seulement comme un fils ou un frère, mais comme une personne. C'est drôle, les gens disent toujours que le succès change votre entourage. Je pensais que cela signifiait de la jalousie ou de la distance, mais dans mon cas, c'était un sentiment de dû. C'était de voir ma famille remplacer lentement l'appréciation par l'attente. Ils ont commencé à m'envoyer des SMS comme si j'étais un service client. Si je ne répondais pas tout de suite, ils relançaient ou envoyaient simplement leurs coordonnées bancaires sans contexte. Il y a eu ce week-end. Chloé était rentrée pour les vacances de printemps et nous brunchions tous dans ce café hors de prix du centre-ville. Ma mère n'arrêtait pas de parler de sa retraite de yoga et à quel point cela avait été transformateur. Et puis soudain, elle m'a regardé et a dit, « Tu devrais vraiment essayer quelque chose comme ça. Tu as l'air un peu épuisé. » Elle le disait avec sollicitude, je pense. Mais je me souviens avoir serré ma fourchette un peu plus fort. Je travaille, ai-je dit. Pour tout gérer. Mon père a ricané. C'est ce que fait la banque, non? Continuez à trimer. Chloé a ri dans son mimosa. Pas de repos pour le distributeur automatique. Personne n'a remarqué que je me suis tu après ça. Personne n'a demandé comment j'allais. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont il me faisait me sentir jetable, utile, mais pas apprécié. Comme si j'étais un personnage secondaire dans leur vie dont le seul rôle était de financer l'intrigue. Cet été-là, ils ont réservé le voyage en Europe, m'ont envoyé un itinéraire déjà payé. On s'est dit que c'était plus simple comme ça, a écrit ma mère dans le groupe. On a tout mis sur ta carte. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça me dérangeait. Mais je n'ai rien dit parce qu'à l'époque, je croyais encore qu'il finirait par reconnaître le sacrifice, qu'un jour quelqu'un me prendrait à part et me dirait « Merci. Nous n'aurions pas pu faire ça sans toi. » Je pensais que je pourrais peut-être gagner leur amour si je continuais simplement à être présent. Au lieu de cela, cet automne-là, j'ai manqué le dîner d'anniversaire de Chloé parce que j'avais la grippe. J'ai envoyé un texto pour dire que j'étais vraiment désolé. Vous savez ce qu'elle a répondu? Excuse bidon, la banque. C'est la première fois que j'ai pensé, peut-être qu'ils s'en fichent complètement. Je n'ai pas arrêté de payer pour autant. Pas encore. Parce que la culpabilité est une laisse puissante. Et ma laisse était faite de souvenirs. De ma mère me chantant des chansons quand je faisais des cauchemars. De mon père m'apprenant à faire du vélo. De Chloé me serrant la main le premier jour de maternelle. Je me souvenais sans cesse des bons moments. J'essayais de me convaincre que le présent n'était pas aussi mauvais qu'il en avait l'air. Mais c'était mauvais. Et ça allait empirer parce que 3 mois avant le Noël suivant, quelque chose en moi a finalement cédé. Et c'est là que tout a commencé à changer. C'est arrivé un mardi. Je m'en souviens parce qu'il pleuvait. Une de ces longues averses d'automne grise qui rendent le monde entier plus lourd. J'étais au milieu de réunions consécutives, essayant de conclure un accord de partenariat qui était en préparation depuis des mois quand mon téléphone a vibré avec une série de SMS. J'ai ignoré les premiers, supposant que c'était du spam ou un drame de conversation de groupe. Mais le 5e message est apparu comme une notification directement sur mon écran. En gras et immanquable. Chloé, le loyer a été rejeté. Tu as encore oublié. Encore? Je me suis excusé de l'appel Zoom, je suis allé à la cuisine et j'ai fixé le message. Mes mains étaient froides. Je n'avais pas oublié. Je ne l'avais simplement pas encore envoyé parce que ce mois-ci, les choses étaient serrées. Pas catastrophiques, mais assez juste pour que je doive prioriser la paix de mes employés. J'ai pensé que je paierais le sien d'ici vendredi. Avant que je puisse taper une réponse, un autre message est arrivé. Chloé, je suis déjà tellement stressé. Peux-tu juste t'en occuper? C'est littéralement la seule chose que je demande. Pas de s'il te plaît. Aucune inquiétude, juste une exigence. Ce moment a fissuré quelque chose. J'ai regardé mon téléphone, pensant à tous les mois où j'avais couvert son loyer, ses frais de scolarité, sa nourriture, ses manuels, ses vols, ses trajets en VTC, tout. Et la seule fois où j'avais 3 jours de retard, elle agissait comme si j'avais personnellement saboté sa vie. Mon esprit a tourbillonné,
passant en revue des années de moments similaires, comme quand elle a emprunté ma voiture et l'a rendue avec un pare-choc fissuré et un haussement d'épaule. Ou quand elle a utilisé mon identifiant Netflix et a changé le mot de passe pour que son petit ami se sente plus en sécurité. Ou quand elle a dit à notre cousin lors d'un barbecue familial, assez fort pour que je l'entende, Antoine est riche mais n'a aucune idée de comment profiter de la vie. Et maintenant, elle me faisait la leçon comme si j'étais son employé qui avait oublié de soumettre un rapport. Pourtant, j'ai tapé une courte réponse. Moi, je l'enverrai vendredi. Je m'occupe de la paix. Elle l'a lu tout de suite mais n'a pas répondu. J'ai attendu 1 heure, 2, rien jusqu'à plus tard dans la nuit où j'ai reçu un appel de ma mère. Chérie, a-t-elle dit, le ton déjà empreint de déception. Chloé m'a dit que tu n'as pas couvert son loyer ce mois-ci. J'ai soupiré. Je vais le faire. J'ai juste besoin de quelques jours, les affaires, elle m'a coupé. Antoine, tu sais à quel point elle est stressée. La dernière chose dont elle a besoin, c'est de s'inquiéter d'être expulsée. Elle ne va pas être expulsée, maman. C'est littéralement 3 jours. Elle a dit que ça avait déjà été rejeté une fois. Je me suis pincé l'arête du nez. Oui, et ça passera vendredi. Ne pouvons-nous pas me traiter comme un distributeur automatique? Il y a eu une pause. Puis elle a expiré brusquement comme si je l'avais blessée. Personne ne te traite comme quoi que ce soit, mais tu as des responsabilités. Mon rire est sorti amer. Envers qui? Envers Chloé? Envers son loyer. Envers ta famille, a-t-elle dit fermement. Nous sommes tous dans le même bateau, Antoine. Tu as toujours compris ça. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. L'appel s'est terminé par un rappel passif-agressif que les vraies familles se soutiennent et que l'argent ne devrait pas être une source de tension si votre cœur est au bon endroit. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer sa voix dans ma tête. La culpabilité, la pression, la torsion de mes intentions en une sorte de défaillance morale. Et lentement, ça m'a frappé. Ils croyaient sincèrement que je leur devais quelque chose. Pas seulement de l'argent, mais mon silence, ma conformité, ma volonté de m'épuiser de plus en plus pendant qu'ils festoyaient. Les semaines suivantes ont été rudes. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, j'étais accueilli par du sarcasme ou des chantages affectifs. Quand je ne répondais pas assez vite aux SMS de Chloé, elle envoyait un message à notre mère, qui m'appelait alors pour prendre de mes nouvelles et me poussait subtilement à répondre. Un soir, j'ai reçu une demande de virement de mon père de 1300 €. Pas d'explication, pas de contexte, juste la note, réparation du toit. Merci, la banque. Je ne l'ai pas envoyé. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de groupe des 3. Maman, et, j'ai remarqué que le paiement pour le toit n'est toujours pas passé. C'était une erreur? Chloé, il est probablement juste occupé à travailler. Papa, fais-nous savoir s'il y a un problème. On compte un peu là-dessus. Je n'ai pas répondu, non par mesquinerie, mais parce que je ne savais plus quoi dire. J'avais passé tellement de temps à maintenir la paix que je n'avais aucune idée de comment introduire un conflit. Dire non me semblait être une langue étrangère. Mais mon silence a parlé plus fort que je ne l'attendais. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée chez moi. Elle n'a pas appelé avant. Elle n'a même pas frappé tout de suite. Je l'ai juste trouvée debout devant ma porte d'entrée, les bras croisés, inspectant ma voiture comme si elle cherchait des dommages. J'ai ouvert la porte et l'ai regardée, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'avais besoin de te voir, » a-t-elle dit en me dépassant pour entrer dans le couloir. Je voulais parler en personne puisque les SMS ne fonctionnent clairement pas. Je suis resté immobile. « Maman, je travaille. Tu ne peux pas simplement débarquer comme ça. »« Tu travailles toujours » a-t-elle répliqué en se retournant pour me faire face. C'est ça le problème. Tu t'es enterré dans ce monde isolé de chiffres, d'entreprises et de comptes bancaires, et tu as oublié ce que signifie faire partie d'une famille. Je l'ai regardé, stupéfait. Tu penses que j'ai oublié? J'ai tout payé pendant 5 ans. Vous n'avez pas payé une seule mensualité de crédit depuis 2018. Chloé n'a pas eu d'emploi depuis 3 ans. Chaque vacances que nous avons prise, chaque dîner, chaque vol, j'ai tout couvert. Son visage s'est durci. Parce que tu le peux. Parce que tu as choisi cette vie.
Tu as gagné plus que nous autres. Et avec ça vient la responsabilité. De prendre soin de vous tous? Ai-je demandé, ma voix montant. C'est comme ça que tu me vois, comme votre employé? Elle a tressailli juste un peu. Non. Comme ta mère, comme quelqu'un qui a tout fait pour toi. Tu ne serais pas là où tu es si nous ne nous étions pas sacrifiés pour toi. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je suis là où je suis parce que j'ai travaillé pour ça, ai-je dit calmement. Parce que j'ai renoncé au sommeil, au week-end, aux relations. Parce que j'ai construit quelque chose à partir de rien pendant que vous m'appeliez par des surnoms et que vous riez dans mon dos. Sa voix a baissé. Froide maintenant. Tu es égoïste. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai fait un geste. Elle m'a regardé comme si elle n'en croyait pas ses yeux, mais elle est partie. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que les choses ne pourraient pas revenir comme avant. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Pas de SMS, pas d'appel, pas de demande d'argent aléatoire. Ça aurait dû ressembler à la paix, mais ça ressemblait à l'œil du cyclone. Et j'avais raison, car le vrai coup est arrivé 2 semaines avant Noël. C'était un vendredi décontracté. Je rattrapais mon retard sur les factures quand j'ai reçu un appel de mon cousin Marc. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous parlions assez pour que je réponde. Et mec, a-t-il dit, d'un ton bizarre, hésitant. Alors, j'ai entendu quelque chose et je ne sais pas si je devrais te le dire. Quoi? J'étais chez tes parents hier soir. Ils dînaient avec de la famille et j'ai surpris ta mère en train de parler à tante Lise d'un plan de secours. Quelque chose à propos de retirer des fonds propres de ton entreprise au cas où les choses tourneraient mal. Elle a dit qu'ils avaient déjà toutes tes informations de compte. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Plan de secours? Je ne sais pas. On aurait dit qu'ils s'attendaient à ce que tu t'effondres bientôt, financièrement. Elle a dit quelque chose comme « il est tellement à bout. Nous devrons peut-être prendre le contrôle avant qu'il ne fasse tout couler. » J'ai à peine entendu le reste de l'appel. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que ma propre famille ne se contentait pas de prendre. Ils se préparaient à mon effondrement. Et pire, ils le planifiaient, se positionnant pour ramasser ce qui resterait. Comme des vautours. Comme si j'étais déjà parti. Je suis resté assis dans ce silence pendant des heures, à ne rien regarder. Cette nuit-là, j'ai ouvert chaque compte, chaque portail de paiement, chaque virement automatique que j'avais lié à eux, et j'ai commencé à tout fermer. Discrètement, un par un. Sans avertissement, sans explication. Juste le silence. Il était temps de laisser les factures parler. Et Noël approchait à grands pas. Le premier avis de retard est arrivé 6 jours avant Noël. C'était pour le crédit immobilier. Un de ces courriels d'entreprise polie qui commence par « Nous avons remarqué que votre paiement est en retard ». Comme si la banque était juste un ami inquiet qui vous tapote doucement sur l'épaule. Je l'ai vu parce que le compte était toujours sous mon adresse email, bien que les paiements n'aient pas été les miens depuis plus de 3 mois maintenant. J'avais supprimé mon prélèvement automatique, mais je n'avais pas pris la peine de mettre à jour mes coordonnées. Peut-être qu'une partie de moi voulait voir ça arriver. Peut-être que j'avais besoin de preuves. 2 jours plus tard est arrivé le deuxième. Le loyer de Chloé. Même message, même ton. Un peu plus urgent cette fois. Au troisième avis, celui-ci pour un forfait téléphonique familial que je n'avais pas réalisé que je couvrais toujours, j'ai commencé à recevoir des appels. Appel manqué. Appel manqué. Appel manqué. Maman, papa, Chloé. L'un après l'autre. Pas de message vocal. Juste le silence suivi d'une nouvelle sonnerie 20 minutes plus tard. Je n'ai pas décroché. Ce n'était pas par dépit. Je n'étais tout simplement pas prêt. Ni émotionnellement, ni mentalement. Je tenais quelque chose de fragile en moi, une force tranquille qui se formait encore. Et si je les laissais me parler trop tôt, je savais qu'ils trouveraient un moyen de la briser. Alors, j'ai attendu. Je me suis concentré sur ma respiration. J'ai travaillé. J'ai nettoyé la maison. J'ai fait de longues promenades sans écouteurs. J'ai fait des courses et j'ai vraiment cuisiné pour moi pour la première fois depuis des mois. Et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à dormir. Vraiment dormir.
Plus de réveil à 3 heures du matin pour vérifier les confirmations de virement. Plus de calcul de taux d'intérêt sous la douche. Plus de regards fixés au plafond en essayant de savoir si j'avais oublié de payer quelque chose. Le silence qui me terrifiait autrefois a commencé à ressembler à la paix. Mais la paix ne vient pas sans une tempête d'abord. Le matin de Noël est arrivé vite. Je ne suis pas allé chez eux. J'avais déjà décidé ça des semaines auparavant. Je suis resté à la maison, j'ai allumé une bougie, j'ai regardé la neige tomber par la fenêtre. Je m'attendais à ce que la matinée soit calme, mais vers 11 heures, on a sonné à la porte. Je savais qui c'était avant même de me lever. J'ai ouvert la porte lentement. Mes parents se tenaient sur le porche, tous deux emmitouflés dans des manteaux, aucun ne souriant. Ma mère tenait une boîte de biscuits rouges et or. Mon père avait les mains dans les poches. « Joyeux Noël », a-t-elle dit, la voix tendue. « Salut », ai-je dit. Je ne les ai pas invités à entrer. Il y a eu une longue pause avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. « Il faut qu'on parle. » J'ai compris. Ils sont entrés sans y être invités, me dépassant comme si les vieilles habitudes avaient la vie dure. Ma mère a posé la boîte sur le comptoir de la cuisine comme une offrande de paix. Je suis resté près de la porte. 3 mois, a-t-elle finalement dit. Tu as tout arrêté il y a 3 mois. J'ai hoché la tête une fois. Sans nous le dire, la voix de mon père était plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je l'avais fait? Ai-je demandé. L'auriez-vous bien pris? Ils n'ont pas répondu. Je pouvais voir la fureur derrière les yeux de mon père. La panique derrière ceux de ma mère. Tout les rattrapait maintenant. Les paiements manqués, les comptes gelés, les cartes annulées, et le matin de Noël, rien de moins. Je me demandais combien de cadeaux sous leur sapin avaient été achetés avec l'argent qu'ils supposaient que je transférerais. Pourquoi? A demandé doucement ma mère. Après tout ce que nous avons traversé ensemble. J'ai croisé son regard. Parce que j'ai finalement réalisé que nous n'étions pas dans le même bateau. Je ne faisais que le financer. Ce n'est pas juste, a-t-elle répliqué. Nous t'avons soutenu quand tu grandissais. Nous t'avons tout donné. J'ai pris une profonde inspiration. Vous m'avez élevé. Vous avez subvenu à mes besoins comme des parents devraient le faire. Et je suis reconnaissant. Je l'ai toujours été. Mais cela ne signifie pas que je vous dois un salaire à vie. Mon père a secoué la tête. Nous n'avons pas tout demandé. Tu as offert. C'est vrai, ai-je admis. J'ai offert parce que je pensais que cela me rapprocherait de vous. Je pensais que peut-être si je prenais soin de tout le monde, vous me verriez, seriez fiers de moi. Mais tout ce que ça a fait, c'est me transformer en un compte bancaire avec un cœur qui bat. Silence. Lourd. Réel. Nous comptions sur toi, a dit ma mère à peine au-dessus d'un murmure. Et c'est ça le problème, ai-je dit. Vous n'avez pas préparé. Vous avez juste attendu. Ils ne sont pas restés longtemps. Ils ont laissé la boîte de biscuits derrière eux. Ma mère s'est arrêtée à la porte, a eu l'air de vouloir dire quelque chose d'autre, mais s'est ensuite retournée et a suivi mon père jusqu'à la voiture. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, le cœur battant, les mains tremblantes, mais je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais peut-être, mais il ne restait plus de larmes. C'était mon point le plus bas. Non pas parce que j'étais fauché, loin de là, mais parce que j'avais finalement accepté quelque chose que j'évitais depuis des années. L'amour que je voulais de ma famille ne viendrait jamais. Du moins pas de la manière dont j'en avais besoin. J'avais nourri une machine, en espérant qu'un jour elle se retournerait et me prendrait dans ses bras. Elle ne l'a jamais fait. Alors, j'ai arrêté de la nourrir. Les jours suivants ont été à nouveau calmes, mais pas du même genre de calme. Celui-ci semblait mérité. J'ai recommencé à écrire, quelque chose que je faisais à l'université avant que mon entreprise ne décolle. Juste tenir un journal, rien de sophistiqué, mais coucher mes pensées sur papier m'a aidé à dissiper le brouillard. Je suis allé en thérapie pour la toute première fois. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute qu'un collègue m'avait recommandée, quelqu'un spécialisé dans l'emmêlement familial et les limites financières. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais lors de notre 3e séance, elle a dit quelque chose qui m'a frappé comme un camion. Antoine, et si la version de l'amour que vous poursuiviez n'avait jamais été la vôtre pour commencer?
Cette phrase a ouvert quelque chose. Pas de manière douloureuse, mais comme une fenêtre verrouillée qui laisse enfin entrer l'air. J'avais passé des années à essayer d'acheter ma valeur, mon appartenance. Mais la vérité était que j'avais de la valeur sans l'argent. J'avais juste besoin d'y croire moi-même. Alors, j'ai commencé à faire des changements. J'ai engagé un nouveau comptable et j'ai séparé toutes les dépenses personnelles et professionnelles dans des catégories étanches. J'ai réécrit mon testament. J'ai créé une nouvelle structure d'entreprise qui ne pouvait pas être exploitée sans les signatures de plusieurs parties prenantes. J'ai défini des mots de passe que je suis le seul à connaître et j'ai supprimé tous les dossiers et documents partagés auxquels je leur avais jamais donné accès. J'ai repris le contrôle, un document à la fois. J'ai aussi commencé à dire non de petite manière. Non, je ne peux pas venir pour le brunch ce week-end. Non, je ne couvrirai pas ce paiement manqué. Non, je ne te prêterai pas d'argent pour une opportunité d'investissement à ne pas manquer. Chaque fois que je disais non, c'était comme si je soulevais une brique de ma poitrine. Au début, les réponses de ma famille étaient confuses, puis froides, puis hostiles. Chloé a envoyé un long SMS sur le fait que la famille ne tourne pas le dos quand les choses deviennent difficiles. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé et a laissé un message vocal disant que je manquais de respect à tout ce que nous avions construit ensemble. Je l'ai écouté une fois et je l'ai supprimé. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Le monde ne s'est pas arrêté. Personne n'est venu m'emmener. Ma maison ne s'est pas effondrée. Mon entreprise n'a pas fait faillite. En fait, pour la première fois depuis une éternité, j'ai commencé à prospérer. J'ai décroché un nouveau client, un que je poursuivais depuis plus d'1 an. J'ai remanié ma marque et embauché 2 nouveaux membres d'équipe. Je me suis retrouvé avec du temps libre. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'ai cuisiné de vrais repas. J'ai commencé à me réveiller sans se ne serrer dans la poitrine. Un soir, je me suis offert un dîner. Juste moi. Pas de courriel, pas de clients, pas de notification. Je me suis assis à une table d'angle près de la fenêtre, j'ai commandé un steak et un verre de vin rouge, et j'ai regardé la neige tomber dehors. J'ai regardé autour de moi le restaurant calme, le bourdonnement des conversations, le cliquetis des couverts, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Le genre de liberté qui n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice ou des applaudissements. Elle est, tout simplement. C'est l'espace que vous récupérez lorsque vous cessez d'être le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez de vous étirer pour que les autres puissent rester à l'aise. Ce n'était pas facile. Ça ne l'est toujours pas. Certains matins, je me réveille et je me demande si j'ai fait le bon choix. Si j'aurais peut-être dû gérer ça plus doucement, si j'aurais dû les avertir, si j'aurais dû attendre après les fêtes. Mais ensuite, je me souviens de tous les matins de Noël que j'ai passés à emballer des cadeaux que j'avais payés, à faire semblant de rire à des blagues faites à mes dépens, à hocher la tête pendant qu'ils faisaient des plans avec mon argent comme s'il leur appartenait. Je me souviens d'avoir été debout dans mon propre salon pendant qu'ils utilisaient mon nom comme une chute comique. Et je sais que j'ai pris la bonne décision. Parce que voilà le truc. Je n'ai pas cessé d'être un bon fils. Je n'ai pas cessé d'aimer ma famille. J'ai juste arrêté de laisser cet amour me ruiner. Et bientôt, ils apprendraient exactement ce que cela signifiait. Parce que les avis de retard ne faisaient pas que s'accumuler. Les conséquences allaient devenir très réelles. Et cette fois, je n'allais pas les renflouer. Je ne cherchais pas à me venger. Je ne faisais pas les 100 pas dans mon salon comme un méchant de film, complotant des moyens de ruiner ma famille. Ce n'est pas qui je suis. Ou du moins, ce n'est pas qui j'étais. Mais quelque chose a changé après ce Noël. Ce n'était pas seulement de la clarté. C'était de la prise de conscience. J'ai commencé à voir des schémas que j'ignorais auparavant. Des conversations que je mettais autrefois sur le compte du stress ou du dysfonctionnement familial se lisaient maintenant comme une manipulation soigneusement répétée. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Une semaine après la confrontation des fêtes, j'ai reçu un message de mon oncle, le frère aîné de ma mère, Jean. Nous n'étions pas proches. C'était un de ces parents que vous voyez une fois par an, avec qui vous échangez des étreintes rigides et que vous oubliez jusqu'à ce qu'il se présente à un enterrement avec un sourire faible et une blague maladroite. Mais ce message n'était pas anodin. Jean, on peut parler ?
Je pense qu'on doit éclaircir certaines choses et je pense que tu mérites de savoir quelques trucs. Cette phrase, tu mérites de savoir quelques trucs, a résonné dans ma tête toute la nuit. Je l'ai appelé le lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot à mi-chemin entre nos maisons. Rien d'extraordinaire, juste du café et des œufs et le genre de silence qui s'installe lorsque deux hommes qui partagent le même sang mais pas la même histoire s'assoient avec quelque chose de non dit entre eux. Il n'a pas perdu de temps. Tes parents ne s'attendaient pas à ce que tu coupes les ponts comme ça, a-t-il dit en remuant son café. Ils étaient aux abois après Noël, demandant à tout le monde dans la famille des prêts à court terme, te blâmant. Ils ont dit que tu avais fait une dépression, que tu traversais une sorte de crise de la quarantaine. Je n'ai pas bronché. Pas surpris. Mais ce qui est surprenant, a-t-il continué, c'est depuis combien de temps il se prépare à ça. Tu sais, ton père a failli co-signer un prêt professionnel en utilisant le nom de ton entreprise. Ma mâchoire s'est crispée. Quoi? Ouais. En septembre, il a dit à la banque que tu étais d'accord. Ils ont appelé pour vérifier quelque chose et j'ai entendu la conversation quand j'étais en visite. Ça m'a semblé louche. Je ne réalisais pas qu'ils utilisaient ton nom pour soutenir leur crédit. J'ai fixé mon assiette. Mon appétit avait disparu. J'en s'est penché en avant. Écoute, je sais qu'on n'a jamais été proches, mais je t'ai toujours apprécié, Antoine. Tu étais le gamin qui a construit son premier ordinateur à partir de pièces détachées pendant que les autres cousins essayaient encore de comprendre leur téléphone. J'ai regardé tes parents surfer sur ton succès comme si c'était un héritage familial. Et je suis resté silencieux parce que, eh bien, ce n'était pas mes affaires. Mais après ce bazar de Noël, je pense que tu as le droit de savoir qu'ils font des plans dans ton dos depuis longtemps. Il a sorti un dossier de son manteau. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Des copies de mai, des demandes de prêt, quelques conversations que j'ai enregistrées au cas où. Je ne sais pas ce que tu veux en faire, mais j'ai pensé que tu méritais la vérité. J'ai ramené le dossier à la maison. Je ne l'ai pas ouvert pendant 2 jours. Non pas parce que je ne le croyais pas, parce que je le croyais, mais parce que l'ouvrir signifierait confirmer ce que je savais déjà au fond de moi. Ce n'était pas seulement un sentiment de dû. C'était de la trahison. Calculée, froide et silencieuse. Quand j'ai finalement ouvert le dossier, j'ai lu chaque mot. Des emails entre mon père et son conseiller financier discutant des actifs de l'entreprise d'Antoine. Des brouillons de demandes de prêt avec le nom de mon entreprise tapé puis rayé. Ma mère envoyant un email à un avocat spécialisé en succession demandant comment se préparer à une future transition d'entreprise de mon nom à celui de Chloé sans me le dire. Un enregistrement m'a glacé le sang. C'était la voix de ma mère, claire et calme. Antoine ne pose pas de questions. Il envoie juste l'argent. Il a toujours été trop tendre pour la confrontation. Une fois que nous aurons accès à l'entreprise, nous nous assurons qu'elle reste dans la famille. J'étais assis là, des écouteurs sur les oreilles, les mains tremblantes. C'est à ce moment-là que quelque chose de sombre s'est installé en moi. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste de la résolution. Il ne me voyait pas comme une famille. Il me voyait comme un levier. Et j'avais passé des années à leur trouver des excuses. C'était fini. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne me contenterais pas de m'éloigner. Je m'assurerais qu'ils le sentent. Pas avec des menaces, pas avec des cris ou des procès, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Le silence et les conséquences. J'ai d'abord appelé mon avocat. Je connaissais Martin depuis 5 ans. Vif, discret et farouchement loyal. Je lui faisais plus confiance qu'à la plupart des gens dans ma vie. J'ai besoin d'un mur, lui ai-je dit. Entre moi et tout ce qu'il pourrait éventuellement toucher. Il n'a pas posé de questions, il s'est juste mis au travail. Dans les 2 semaines qui ont suivi, nous avons restructuré chaque partie de mon entreprise. Nous avons placé ma société principale sous une entité holding enregistrée dans une juridiction distincte. Nous avons verrouillé les comptes, coupé les points d'accès résiduels et examiné chaque transaction passée avec des détails médico-légaux. Tu leur as donné du pouvoir, a dit Martin en feuilletant les documents, mais pas le contrôle. Heureusement. J'ai aussi engagé un détective privé. Non pas parce que je voulais des ragots, mais parce que j'avais besoin de clarté. Je voulais savoir jusqu'où allait la manipulation, ce qu'ils auraient pu faire d'autre sous mon nom. S'ils avaient falsifié des signatures, utilisé des documents que j'avais signés à d'autres fins.
Le détective a trouvé 3 tentatives, aucune réussie, mais proche, de mettre à profit mon crédit d'entreprise pour des prêts familiaux privés. En parallèle, j'ai commencé à préparer autre chose, quelque chose de symbolique, une déclaration formelle de séparation, pas un document juridique, pas une mise en demeure, juste une lettre, manuscrite, calme, détaillée. Elle commençait comme ceci: à ma famille, je veux que vous sachiez que je vous ai aimé. J'ai donné sans ressentiment, soutenu sans condition, et espéré naïvement que mon succès pourrait être une marée montante pour nous tous. Mais vous ne m'avez pas vu comme votre fils ou votre frère. Vous m'avez vu comme votre filet de sécurité. Cela s'arrête maintenant. Le reste décrivait chaque paiement que j'avais fait pendant 5 ans. Crédit immobilier, frais de scolarité, vacances, assurance, urgence. Je ne l'ai pas inclus pour les culpabiliser. Je l'ai inclus pour leur rappeler ce qu'ils ont pris sans remerciement. Le dernier paragraphe disait: à partir de ce moment, je ne suis plus disponible comme votre solution financière. Non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que l'amour sans respect est de l'esclavage, et je ne serai plus asservi. Je ne l'ai pas encore envoyé parce qu'il fallait que le moment soit bien choisi. Pendant ce temps, j'ai commencé à reconstruire ma propre vie. Pas le côté financier, ça allait, mais moi. J'ai rejoint un petit groupe d'entrepreneurs qui se réunissaient tous les mois pour parler de limites, d'épuisement professionnel et de charges émotionnelles. La plupart d'entre eux avaient leurs propres histoires de guerre. Des frères et sœurs qui vampirisaient leurs entreprises, des parents qui exigeaient la propriété, des partenaires qui les vidaient. Être dans cette pièce m'a fait me sentir moins seul. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui comprenaient. J'ai aussi recommencé à renouer avec de vieux amis. Des gens que j'avais fantomés pendant les années où je travaillais 80 heures par semaine et gérais les factures de 3 personnes en plus des miennes. Je me suis excusé, j'ai expliqué. La plupart ont été gentils. Quelques-uns ont été surpris que je n'ai pas parlé plus tôt. Un soir, j'ai invité un vieil ami d'université, Lucas, à dîner. Nous avons parlé tard dans la nuit. À un moment donné, je lui ai tout raconté du début à la fin. Le crédit, le loyer, les vacances, la trahison. Il s'est penché en arrière en sifflant. Mec, ce n'est pas seulement injuste. C'est pathologique. J'ai souri. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Tu as déjà pensé à raconter ton histoire publiquement? A-t-il demandé. Pas pour laver ton linge sale en public, mais pour vraiment aider les gens dans ta situation. L'idée m'est restée. Je ne voulais pas être le gars qui se plaint de sa famille toxique en ligne, mais je voulais faire quelque chose de cette douleur. Alors j'ai commencé à écrire, pas sur eux, mais sur les limites, sur la reconstruction, sur la reprise financière après l'emmêlement émotionnel. J'ai posté sur des forums d'affaires, Medium, LinkedIn, sans nom, sans détails, juste des leçons. Et les gens ont répondu. Des messages ont afflué. Merci d'avoir dit ça. Je pensais être le seul. Tu m'as donné le courage d'arrêter de financer la dépendance de mon frère. J'ai transféré ça à mon avocat. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon histoire n'était pas seulement un récit édifiant. C'était un plan, non pas pour la vengeance au sens traditionnel du terme, mais pour reprendre son pouvoir lorsque l'amour est utilisé comme une arme. Pourtant, la pièce finale manquait. La confrontation, ou plutôt, la révélation. Et elle était plus proche que je ne le pensais, car dans quelques semaines, mes parents organiseraient une fête du Nouvel An, nouvel héritage, chez eux. Une petite tradition bizarre qu'ils avaient commencée une fois que j'ai eu du succès. C'était leur façon de se montrer, de prétendre que notre famille était une sorte de dynastie. Chaque année, ils invitaient des parents éloignés, des amis, des voisins, des clients, et laissaient tomber des allusions pas si subtiles sur la façon dont leur fils avait bâti un empire. Cette année, je n'étais pas invité. Pas officiellement, mais j'ai vu l'invitation via la story Instagram d'une cousine. Il la faisait quand même et l'appelait une célébration du succès familial. C'était mon moment. Non pas pour la gâcher, non pas pour faire une scène, mais pour livrer la vérité tranquillement, inoubliablement. Et quand cette nuit est arrivée, j'avais prévu une petite surprise, une qu'ils ne verraient jamais venir. Parce que la banque n'était pas fermée, elle avait été liquidée. La nuit de la fête, Nouvel An, nouvel héritage, est arrivée avec toute la pompe et la prétention que j'étais en droit d'attendre. La maison de mes parents brillait comme une salle d'exposition. Des guirlandes de lumière chaude entouraient les piliers,
un service de voiturier était posté à l'entrée de l'allée, et une grande tente blanche était montée dans le jardin, abritant des rangées de tables de traiteurs et une scène portable. On aurait dit une réception de mariage pour quelqu'un d'important, quelqu'un de riche. Et d'une certaine manière, c'est ce que c'était. Une célébration de l'illusion que ma famille avait passé les 5 dernières années à créer. Une illusion financée presque entièrement par moi. Mais cette illusion était sur le point de voler en éclats. Je ne me suis pas présenté à la porte d'entrée. Je ne suis pas entré dans la fête avec une musique dramatique jouant derrière moi. Cela aurait été facile, théâtral, et franchement en deçà du point que je voulais faire valoir. Au lieu de cela, je suis resté à la maison en survêtement, sirotant un café, regardant l'horloge, parce que le vrai spectacle n'avait pas besoin de moi sous les projecteurs. J'avais déjà tout mis en mouvement. La première vague a frappé vers 19h42. Juste au moment où la fête battait son plein. C'est à ce moment-là que le traiteur a remballé et est parti. Pas en avance, pas à cause d'un problème d'horaire, parce qu'il n'avait jamais été payé. Vous voyez, mes parents avaient utilisé une entreprise de traiteur locale qu'ils avaient engagée par mon intermédiaire des années auparavant pour un événement d'entreprise, une entreprise qui leur faisait confiance parce que je m'étais porté garant pour eux par le passé. Mais cette fois, j'ai appelé à l'avance, discrètement, en privé. J'ai tout expliqué, l'histoire, les abus, la supposition que je couvrirais tout. Et puis j'ai couvert la compte moi-même avec une seule condition. Si le solde n'était pas payé en totalité avant 19h30, ils devaient remballer et partir. Sans question, sans exception. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Juste au moment où mon père se tenait au micro, remerciant tout le monde d'être venu, faisant l'éloge de la nourriture. J'aurais aimé voir son visage lorsque les serveurs ont commencé à démonter la ligne du buffet derrière lui. La deuxième vague est arrivée 5 minutes plus tard. Ma cousine Michelle, l'une des rares personnes de la famille en qui j'avais confiance, s'est approchée du micro. Elle avait une clé USB dans sa poche et un sourire nerveux sur son visage. Plus tôt cette semaine-là, je lui avais demandé de passer une courte vidéo pour moi. Je lui ai dit que c'était un message, que toute la famille devait entendre. Je ne lui ai pas donné tous les détails, mais elle en savait assez pour accepter. Dès que le système de sonorisation s'est reconnecté après la tentative maladroite de mon père de rallier les invités, l'écran derrière la scène s'est allumé. Un simple fond blanc. Mon écriture défilait en encre noire. À ma famille, vous m'appelez la banque. Mais vous avez oublié une chose. Les banques gardent les reçus. La vidéo a commencé. 3 minutes. C'est tout. 3 minutes de vérité calme et contrôlée. Des photos de vacances, des relevés de cartes de crédit avec les noms floutés mais les soldes clairs. Les paiements de crédit immobilier, les transferts de frais de scolarité, les vols pour les anniversaires, les locations de vacances, le tout mélangé avec des dates et des événements que tout le monde dans la salle se souviendrait. Puis est venue la diapositive finale. Pendant 5 ans, j'ai payé sans me plaindre, sans reconnaissance et sans un seul merci. Une pause. Puis une autre ligne. Ce soir, je veux vous rendre l'appareil avec de la transparence. Ensuite, est venue une chronologie. 3 clips audio. Un de ma mère riant et me qualifiant de trop tendre pour jamais les couper. Un de mon père disant, il ne lit pas les papiers. On a juste besoin qu'il signe. Et une citation finale de Chloé enregistrée lors d'un brunch auquel je n'avais pas assisté. Ce n'est pas de la famille. C'est notre source de financement. La foule est tombée silencieuse. Puis une autre diapositive est apparue. Un message final calme. À l'avenir, ma relation avec chacun de vous sera basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation financière. Si vous ne pouvez pas séparer les deux, alors c'est un adieu. Antoine. La vidéo s'est terminée. Il n'y avait pas de musique, pas d'applaudissements, juste le silence. La troisième vague a frappé à 20h15. C'est à ce moment-là que le coursier de mon avocat est arrivé. Il a remis à mon père une enveloppe matelassée. À l'intérieur se trouvait la lettre que j'avais écrite des semaines auparavant, la déclaration formelle de séparation, non seulement émotionnelle mais aussi financière. Elle comprenait la documentation de chaque paiement effectué sous mon nom, la résiliation de la procuration, oui, j'avais découvert que mes parents en avaient falsifié un avis de révocation de toutes les cautions solidaires et de l'accès aux fiducies familiales.
Une clause leur interdisant d'utiliser le nom de mon entreprise de quelque manière que ce soit. Ce n'était pas un procès. C'était une déclaration. Une limite inébranlable soutenue par la force de la loi. Ils pouvaient la contester s'ils le voulaient, mais ils perdraient et cela deviendrait public rapidement. Le coup final n'était pas juridique, cependant. Il était social. Parce que dans cette foule, ses amis, ses voisins, ses parents éloignés sirotant du champagne étaient des gens qui avaient toujours chuchoté à quel point ma famille avait de la chance, à quel point ils étaient bénis d'avoir un fils si généreux. Maintenant, ils voyaient la vérité. Les chuchotements ont changé. Je le sais parce que le lendemain matin, ma boîte de réception était inondée d'excuses silencieuses de tantes, d'oncles, même d'un ancien collègue de mon père qui a simplement écrit « Je ne réalisais pas ce que tu portais. » Respect. Je n'ai pas répondu à la plupart. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait parlé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Dans les semaines qui ont suivi, mes parents ont essayé de se remettre. Ils ont posté des photos prétendant que la fête s'était déroulée sans accroc. Chloé a écrit une longue légende Instagram sur la fausse famille et le fait de fixer ses propres limites, complètement inconsciente de l'ironie. Mais en coulisses, les fissures se sont élargies. Leur crédit immobilier, maintenant entièrement à leur charge, est devenu une contrainte qu'ils n'étaient pas préparés à gérer. Les frais de scolarité de Chloé, elle a manqué le semestre suivant. Le forfait téléphonique a été coupé. La carte de crédit privée fermée. Ils ont tendu la main, bien sûr. Des emails, des messages vocaux, une lettre manuscrite de ma mère citant des versets de la Bible sur le pardon et me rappelant les fois où « je te tenais dans mes bras quand tu étais bébé ». Je n'ai pas répondu parce que je n'étais plus en colère. J'étais libre. La liberté ne vient pas avec un grand final. Elle vient avec la paix. Elle vient avec des matins lents et des boîtes de réception propres. Avec la préparation du dîner pour soi-même sans culpabilité, avec le fait d'aller au lit en sachant que chaque centime que vous avez gagné construit votre vie, pas le fantasme de quelqu'un d'autre. Je pense encore à eux parfois, pas avec haine, mais avec clarté. Ils étaient ce qu'ils étaient. Et je suis finalement devenu celui que je devais être. Pas un fils enchaîné par la culpabilité. Pas un frère piégé par le devoir, mais un homme qui a appris lentement, douloureusement, que l'amour sans respect n'est que du contrôle habillé de sentiments. J'ai payé le prix, mais à la fin, le retour sur investissement était tout. Il m'appelait la banque, mais maintenant le compte est fermé, le solde est à zéro, et la porte est verrouillée de l'intérieur.